Listrandi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la revue de la Défense nationale, la RDN, qui fait référence dans ce milieu. Aujourd'hui, donc, rencontre entre Trump et Zelensky. On va parler uniquement des minerais, des terres rares, ou c'est la fin de la guerre qu'on va signer aujourd'hui? On va parler d'abord des terres rares, puis peut-être d'une éventuelle fin de la guerre. Alors, sur les terres rares, il faut comprendre que les terres rares sont au XXIe siècle, ce que le pétrole, les hydrocarbures ont été au XXe siècle et le charbon au XIXe siècle. On a fait beaucoup de guerres pour le pétrole et pour le charbon. Exactement, et donc on fera beaucoup de guerres pour les terres rares, avec le fait que toute l'économie de l'intelligence artificielle, du numérique, repose sur ces terres rares, qui ne sont pas si rares que ça, mais difficiles à exploiter. Voilà, difficiles à exploiter. Et donc, en quelque sorte, Zelensky vient dealer, excusez-moi du terme, avec Donald Trump, avec des terres rares qu'il faut exploiter en Ukraine, et en espérant que ça permettra de donner quelques garanties de sécurité à l'Ukraine face à la Russie qui, elle, pour le moment, continue la guerre. Mais est-ce qu'on a une idée de ce que seraient ces garanties de sécurité? Non, c'est ça ce qui est compliqué. C'est que, en fait, on voit bien que la position de Trump est compliquée. En gros, il dit c'est l'affaire des Européens. Nous, on considère qu'on peut faire, mais on a besoin d'un appui américain. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, va aller d'ici quelques jours à Washington, justement pour continuer à discuter. Il faut faire comprendre en fait à l'administration Trump que même si elle a basculé vers la Chine, et ça c'est depuis Obama, ses intérêts sont aussi d'avoir une Ukraine sécurisée, une Europe sécurisée face à Vladimir Poutine. Mais c'est un travail de persuasion, de pédagogie qui est extrêmement compliqué à faire. Pour l'instant, Trump dit, mais faites confiance à Poutine, on a sa parole, il respectera le cessez-le-feu. Mais non, justement, c'est bien ça. Le problème, c'est que Vladimir Poutine n'a jamais respecté le feu. J'ai le souvenir d'une conversation avec un ancien président de la République française, dans le cadre d'un colloque, et qui dit « Poutine, de toute façon, ment ». Et le système russe, mais on peut dire le système soviético-russe, a toujours été un système du mensonge. Et Vladimir Poutine ment, je dirais comme... C'est fondamental, c'est stratégique. Voilà, c'est stratégique. Il déteste l'Europe, il veut reconstituer l'empire russo-soviétique, et donc de toute façon, la guerre, elle se continuera d'une façon ou d'une autre à l'égard de l'Europe. Et au passage, l'Ukraine sera coupée en deux. On aura une partition de l'Ukraine, ça on n'y coupera pas. Alors déjà, oui, on a à peu près 20% du territoire qui est occupé par les Russes. Hier, le porte-parole de Moscou, Dmitri Peskov, a dit qu'il était hors de question, bien sûr, de revenir. Puis en plus, ce qui est assez curieux avec les Russes, c'est qu'ils utilisent des arguments juridiques en disant la Constitution qui a été modifiée considère que ces territoires sont russes, donc on ne peut plus modifier la Constitution. Donc on a 20% du territoire qui est sous contrôle russe. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que s'il y a un cessez-le-feu, les populations ukrainiennes qui sont sur ces territoires occupés vont partir vers l'Ukraine? Et ça rappelle les heures tragiques en fait de l'histoire de l'Europe de l'Est depuis, on va dire depuis toujours, où finalement des transferts de population, je dirais des transferts de population forcés ont toujours existé. Et c'est ce qui risque de se passer, donc avec des populations ukrainiennes qui ne vont pas vouloir rester sur des territoires occupés par la Russie. Quand vous dites, on a eu à la fois en quelques semaines le pacte germano-soviétique, donc Trump-Poutine, Munich, avec l'abandon dans la même ville de Munich de l'Ukraine, comme on avait abandonné la Tchécoslovaquie en 1938, et puis Yalta. C'est quoi? C'est une accélération de l'histoire? C'est une accélération de l'histoire comme on n'en a pas vu, avec le fait qu'on a une puissance prédatrice qui sont la Russie, mais auquel se rajoute, et c'est ça ce qui est absolument très inquiétant, les États-Unis. Les propos de Trump sur le Canada, sur le Groenland, ne peuvent que déstabiliser un système qui était déjà fragile. Alors, et c'est pour les Européens un effondrement du cadre de leur sécurité. Exactement. Avec le paradoxe, c'est que finalement, nous Français, on peut dire merci au général de Gaulle et à ses successeurs d'avoir travaillé sur notre souveraineté, notamment, et ça c'est fondamental, à travers la dissuasion nucléaire. Mais cette dissuasion, elle concerne qui? Évidemment, si un char russe rentre à Strasbourg, ça va chauffer. Mais nos intérêts vitaux aujourd'hui commencent où? Le général de Gaulle disait dès 1964 que nos intérêts vitaux ne s'arrêtaient pas au Rhin. Bon.
Voilà. Mais ils disaient pas jusqu'où ils allaient. Non, mais on va pas. Si on définit une liste d'intérêts vitaux, on fixe ces fameuses lignes rouges ou lignes jaunes. Et donc, il faut bien comprendre que aujourd'hui, notre sécurité, elle se joue en Europe. Alors, là aussi, souvenez-vous, dans l'histoire en 1939, dans la presse française, la question était faut-il mourir pour Danzig, Danzig, c'était cette ville allemande en Pologne. En Pologne, voilà. Bon, aujourd'hui, il faut bien comprendre que notre sécurité, elle se joue dans les États baltes, elle se joue en Ukraine, elle se joue en Pologne, face à une Russie extrêmement agressive et qui continue ses campagnes de désinformation. Je rappellerai un peu avant les Jeux Olympiques, souvenez-vous. Les étoiles bleues, taguées en France. Ils ont joué de tous les. Ils essayent sur tout le spectre. L'Azerbaïdjan, qui est allié de Moscou, qui déstabilise la Nouvelle-Calédonie. Et voilà. Mais on ne va pas déclencher une guerre nucléaire parce qu'il y a des tags à Paris faits par des trolls russes. Est-ce qu'il faut dire clairement aux Russes, écoutez, les pays baltes, Riga, Vilnius, si vous attaquez, on déclenche le feu nucléaire? Alors, en fait, ce qu'il faut dire aux Russes, c'est que nous avons des capacités militaires suffisamment puissantes sans atteindre le seuil nucléaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut rehausser nos on ne les a dépenses. pas pour l'instant, ces capacités. Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il faut dépenser plus. Très clairement, il faut investir davantage dans la défense au niveau européen, et c'est un peu le paradoxe, c'est qu'on a un certain nombre de pays européens qui faisaient reposer leur défense sur la relation privilégiée avec les États-Unis et qui se retrouvent en quelque sorte démunis. Donc il va falloir agir davantage au niveau européen et avoir cette capacité, on va dire, de dissuasion conventionnelle, des chars, des avions, des frégates. Et puis on a derrière cette dissuasion nucléaire qui est en fait l'ultima ratio, comme on dit, et qui évite justement l'escalade. Ce qui est assez intéressant, paradoxalement, c'est que parce que en Europe, il y a des puissances, le Royaume-Uni et la France, et bien sûr les États-Unis, Vladimir Poutine n'a pas osé utiliser l'arme nucléaire en Ukraine. Et donc, on voit bien que la dissuasion fonctionne. Mais là, il faut faire un effort considérable. Ce sera d'ailleurs un enjeu politique pour la France et puis pour les autres pays européens dans les mois et années à venir. Quel est l'effort que nous devons faire le plus vite possible? Est-ce que c'est des blindés? Est-ce que c'est des avions? Et puis surtout, est-ce qu'on a la capacité industrielle et financière? Alors en fait, le président de la République a demandé une révision nationale de notre stratégie avec une augmentation du format. Le ministre des Armées a parlé, par exemple, il nous faut davantage de frégates. Actuellement, nous avons 15 frégates, il en faudra au minimum 18, il manque une trentaine de Rafales. Alors avec le paradoxe que le Rafale, ça ne se fabrique pas en l'espace de quelques mois. Si on augmente le nombre de Rafales, ces avions arriveront dans les unités, on va dire, à la fin de la décennie. Mais aujourd'hui, il faut rehausser, et puis il faut tirer les leçons des conflits en Ukraine, mais aussi au Proche et Moyen-Orient. Les drones, il y a énormément... On est en retard sur tout ce qui est drone, et aussi tout ce qui est guerre numérique? Alors, oui et non. Il y a des domaines où on a pris un peu de retard, d'autres où on accélère, avec un paradoxe, c'est que on doit à la fois concevoir des systèmes qui vont durer un demi-siècle. Je pense par exemple au porte-avions de nouvelle génération. C'est un porte-avions qui arrivera en service en 2038 et il va durer... Le successeur du Charles de Gaulle. Il va durer un demi-siècle. Donc, il ne faut pas se planter sur qu'est-ce qu'on veut là-dessus. Et puis, les drones, les drones, c'est comme nos smartphones, c'est obsolète au bout d'un an. Donc, il faut avoir des systèmes, une industrie qui soit capable de produire vite et bien. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous expédions énormément de drones en Ukraine, parce que c'est du consommable. Bon, voilà, et ça va être un des enjeux, c'est qu'il faut effectivement monter en cadence. Ça a déjà été entamé dans un certain nombre de domaines, mais il faut aller encore plus loin. Et donc, il va falloir augmenter notre budget de la défense dès cette année. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays européens sont d'accord pour que, par exemple, le budget de la défense soit sorti du calcul des 3% du déficit? Alors, ça a été évoqué récemment à l'Élysée avec les 27. Il faut rappeler que dimanche, il y a une nouvelle réunion à Londres auquel le président de la République assistera. Oui, ça va faire partie
des choses qu'il faut faire. La seule chose, c'est qu'il faut que entre guillemets la bureaucratie bruxelloise fasse ça rapidement. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose pour 2027 ou 2028. C'est maintenant qu'il faut prendre un certain nombre de décisions, qu'il faut conforter nos industries de défense au niveau européen, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Bon, et avec cette nouvelle inconnue qui est la relation transatlantique qui a été mise à mal donc par l'administration Trump. En Israël, l'armée a fait son mea culpa. Excès de confiance, le 7 octobre a été une série d'erreurs. C'est rarissime dans une armée, ça. C'est rarissime, mais d'abord, il faut bien rappeler qu'Israël est une démocratie. Ça, c'est dans la région, c'est pas il n'y en a qu'une. Voilà. Et que donc, le citoyen israélien est aussi, a été soldat. Et donc, il y a une exigence très forte de transparence. Mais c'est exactement ce qui s'était passé après la guerre du Kippour en octobre 1973, où la commission d'enquête avait révélé finalement un certain nombre de failles. C'est ce qui fait la force, je dirais, de l'État israélien, de cette capacité à reconnaître ses failles, parce qu'il faut améliorer, en tirer des leçons. Parce qu'il faut quand même être honnête, quand on voit la façon dont le Hamas a procédé aux libérations d'otages, c'est absolument... la mise en scène, c'est absolument épouvantable. Bon, et jusqu'à preuve du contraire, le Hamas n'a pas supprimé dans sa charte l'idée de la destruction d'Israël. Une fois que la phase actuelle sera terminée, que les otages seront rendus, comment on continue une guerre contre le Hamas? Alors, pour moi, les dirigeants du Hamas vont rester des cibles. Bon, voilà. Élimination des dirigeants un à un. Parce que, bon, et il ne faut pas oublier le traumatisme fondamental des enfants Bibas. Moi, vous voyez, quand on a su qu'ils étaient morts, moi, ça m'a rappelé cette image du ghetto de Varsovie. Vous avez ce garçon qui sort, vous savez, les mains en l'air. C'est la même chose. Bon. Et donc, il va falloir continuer à entre guillemets casser le Hamas. Paradoxalement, avec le Hezbollah, finalement, ça se passe mieux, entre guillemets, parce que au Liban, le Hezbollah a perdu une partie de son clair. C'est plus clair. Tandis qu'à Gaza, on n'a pas l'impression que Tsahal peut reprendre la guerre dans les tunnels. Non, mais alors c'est ça aussi qui... Le paradoxe, c'est que l'armée la plus efficace, Tsahal, n'a pas été en mesure de libérer tous les otages, et ce qui prouve la difficulté de la mission. C'est-à-dire que, donc là, il y aura tout un travail de retour d'expérience, mais il est clair que pour le moment, on voit bien que le Hamas ne désire pas la paix, ou en tout cas, au mieux une suspension, pour à la fois contrôler la population gazaoui et puis reprendre ses actions contre Israël. Et quand Rima Hassan dit le Hamas a une action légitime du point de vue international, ça montre bien que chez nous, il y a une cinquième colonne. Il y a une cinquième colonne et qui tient des propos absolument épouvantables. C'est-à-dire il faut quand même revenir à l'origine, qui est le 7 octobre, qui est un génocide. C'est-à-dire que je tue parce que tu es juif. Alors en plus, le paradoxe, c'est qu'ils ont même tué des non-juifs lors de l'attaque du 7 octobre. Ce qui est complètement différent de la riposte d'Israël, que l'on peut estimer peut-être brutale ou ainsi de suite. Mais le 7 octobre, c'est bien une intention génocidaire, donc de détruire, d'éliminer des gens parce qu'ils sont juifs. Jérôme Pellistrandi, directeur de la revue de défense nationale, merci et bonne journée. Merci beaucoup Christophe. Rendez-vous lundi matin à 7h45 pour votre édito, comme chaque semaine. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site radio.